Souverainiste parmi les purs et durs, il a quitté momentanément la politique quand son option a été mise en veilleuse. Bonjour, M. Barry. Bonjour. Adoption de la Charte de la langue française, la loi 101. Est-ce que pour vous, elle était, dans votre esprit, aussi importante que le zonage agricole? Ah oui, oui. C'était aussi important parce que affirmer notre langue, notre culture en soi, c'est notre raison d'être. Hein? La culture française, la culture québécoise, les coutumes, tout ça, ça confirmait. Puis pour moi, c'était un pas en avant, c'était la porte ouverte à la souveraineté du Québec, nous. Hein? Et ça a été un été extraordinaire, ça, la loi 101, ça a été adopté vers la fin du mois d'août 77. Oui. Hein, 77. C'était motivant parce qu'on bâtissait quelque chose, hein? On bâtissait l'avenir du Québec. Et je me souviens du discours de clôture de Camille Lorrain, hein, le père de la loi 101. Ah, que c'était beau. C'était beau, là. Il décrivait ça comme un fleuve qui coulait, comprenez-vous. Culturel. Monsieur le Président, la Charte de la langue française, ce beau navire tout neuf, glissera aujourd'hui même, en ce 101e jour de la présente session de l'Assemblée nationale du Québec, dans le fleuve de l'histoire. La joie intense et profonde que nous ressentons balaie d'un seul coup les fatigues et frustrations accumulées au cours de ce long et âpre combat. Car le but est maintenant atteint. Ah, c'était captivant, c'était captivant. Durant votre premier mandat, toujours, de 76 à 81, il y a eu le référendum de 80, le premier référendum sur l'avenir du Québec. Avez-vous travaillé à la préparation? Qu'est-ce que vous avez fait finalement au moment de la préparation jusqu'à la journée du référendum? Bien, j'avais travaillé également avec M. Garon et une équipe, là. Il n'était pas tout seul, il ne va pas prendre le mérite, là, hein, mais il avait travaillé une petite équipe sur l'ébauche, hein, l'élaboration de qu'est-ce que serait l'agriculture dans un Québec souverain. Ensuite de ça, bien, il y avait un comité du oui et un comité du non. Et M. Lévesque avait décidé, lui, que ce ne serait pas les députés qui présideraient le comité du oui. Hein, ce serait une personnalité du milieu. Une femme en particulier, là, veut dire, c'est pas primordial, là, mais ça serait avantageux. Vous avez trouvé cette personne-là? Oui, on a trouvé cette personne-là, Mme Pajot, Nicole Pajot, qui était beaucoup impliquée au niveau des organismes féminins de Victoriaville. Une personne brillante, là, intelligente, qui était capable de s'exprimer. Mais l'inconvénient qu'on a vu en cours de route, ça ne dépend pas de la personne, hein? Mais quand on organisait des réunions, des soirées, les gens, ce qu'ils voulaient entendre, c'était la position de leurs députés. Parce que, c'est pas juste chez nous, c'est partout ailleurs pareil. Hein? Elle, Mme Pajot, était connue, mais c'était pas une politicienne. Hein, là. Donc, eux autres, ils voulaient entendre parler le député, comment il expliquait les affaires, puis bon. Est-ce que le vent était favorable ou plutôt, je dirais, pas rébarbatif, mais pas très, très sympathique à l'idée de la souveraineté? Il y avait beaucoup de questionnements. Hein? Il y avait beaucoup de questionnements, d'inquiétude, même, je dirais, qui étaient suscités, bien entendu, par nos adversaires. Hein? Puis nos adversaires fédéraux, eux autres, ça faisait longtemps qu'ils ont toujours maintenu le monde par la peur. Nous, hein? C'est bien plus facile de faire peur au monde que les assurer. Les rassurer, excusez. Hein? Donc ça, tu avais à combattre ça. Hein? Mais les gens étaient à l'écoute, les gens voulaient savoir, les gens voulaient essayer de comprendre les enjeux, comprendre les enjeux. On avait beaucoup plus de facilité à cette époque-là de réunir 100, 150 personnes dans une salle qui vont venir entendre ou essayer de comprendre qu'on peut en avoir aujourd'hui. Le non l'emportait à peu près 60-40 le 20 mai
80. Comment vous avez réagi à cette défaite-là dans votre circonscription puis à l'échelle du Québec dans l'ensemble? Ouais, ça n'a pas été facile, hein, parce que moi, j'ai toujours été un éternel optimiste. Hein, puis il me semble que j'avais confiance, parce que quand tu crois à quelque chose, moi, je me disais, ça se peut pas que les gens, avec tout ce que c'est que le Québec a vécu dans la Confédération, ça se peut pas que les gens soient pas en mesure de comprendre qu'on peut être mieux, hein, qu'on peut avoir plus de pouvoir, plus de facilité, plus de responsabilité, qu'on est capable d'assumer, donc pour se développer davantage. Ça, pour moi, c'était assez clair dans ma tête que je me disais, j'avais espoir qu'on l'emporte. Hein. Serré, mais qu'on l'emporte. Hein. Et faire face aux résultats, bien entendu, c'est décevant, hein, parce que c'est tes convictions qui viennent d'en prendre pour leur rhume. Hein. Le lendemain, tu te lèves, puis la vie continue. Hein. Puis, comme vous savez, moi, je suis sur une ferme. J'avais ma ferme, c'était au mois de mai. Mes semences n'étaient pas finies. Fait que pour me défouler, au lieu d'écrire ou de parler aux journaux ou de je sais pas quoi, là, hein, j'ai sauté sur mon tracteur. Puis, je suis allé faire mes semences. Puis, je peux vous dire que j'ai harcé mon champ d'un bord à l'autre 3 fois plutôt que 2, voyez-vous. Hein? Puis une chance qu'il n'y avait pas de micro sur mon tracteur, puis j'étais tout seul en plein champ, parce que c'était vraiment une période de défoulement qui m'a fait du bien. Voyez-vous, hein? Oui, oui. fait du bien. Puis en même temps, bien, c'est sûr que ça a fait du bien à mes champs aussi, parce que j'étais en retard. Là. Bien sûr. Mais vous êtes quand même resté en poste. Vous vous êtes représenté pour l'élection de 81 et le PQ a été réélu, vous aussi. Est-ce que perdre au référendum, gagner à l'élection, est-ce que c'était prévisible pour vous? Moi, là, comme en 1976, quand je me suis présenté, là, je me suis vraiment pas posé la question, je vais-tu gagner ou je vais perdre? Je ne m'étais vraiment pas posé cette question-là. Moi, j'y allais pour faire la job, comme on dit, puis faire de mon mieux, puis de représenter le monde, d'écouter le monde, de représenter ce qu'ils veulent, comprenez-vous, hein? Et en 81, ça a été la même chose. Hein? Vous avez gagné, mais là, vous aviez déjà un mandat d'expérience. Est-ce que vous attendiez d'être nommé ministre en 81? Oh non, je ne voulais pas, je ne m'attendais pas, puis je ne voulais pas être nommé ministre non plus, parce que je n'avais pas le temps. Je n'avais pas le temps, puis je ne connaissais pas assez ça non plus. Pourquoi vous n'aviez pas le temps? Ah, bien, c'était ma ferme, moi. Ma ferme, là, ça n'a pas été facile, là, vous savez, là, concilier le travail de député avec la ferme. Vous savez, moi, mon garçon était trop jeune pour prendre la relève. J'ai eu de bons employés, j'en ai eu des moins bons, puis j'en ai eu des pas bons pendant tout. Bien, hein? Fait que ça n'a pas été facile. C'est ma femme qui gérait ça quand je n'étais pas là. Ma femme, à plusieurs reprises, me disait à l'époque, « Jacques, vends tes animaux, vends tes vaches, ça n'a plus de bon sens, on perdait de l'argent. Mon salaire de député, il ne s'est même pas payé de déficit de ma ferme, voyez-vous. Hein? Mais je n'étais pas capable de me décider de vendre mes animaux. J'aimais trop ça. Puis, tu as toutes tes activités sociales que le samedi soir, entre autres, tu es invité à toutes sortes de choses que je n'ai jamais voulu manquer parce que j'avais trop peur de me faire reprocher mon absence. Fait que j'étais présent à peu près partout. Mais c'était ça vraiment la job de député. Donc, c'était pas facile concilier les deux, mais j'ai réussi à passer à travers. Puis il y a toujours le va-et-vient obligatoire entre le comté et l'Assemblée nationale aussi. Ah, bien ça, c'est sûr. Mais moi, là-dessus, j'étais quand même chanceux parce que je suis pas loin, moi, à 3/4 d'heure, 1 heure de Québec. Hein? Fait que, tout dit, moi, que la vie m'a toujours favorisé en me donnant un comté proche de l'Assemblée nationale. Hein? Fait que ça, c'est au moins ça, le va-et-vient, c'était, mais il faut faire le voyage. Mais j'ai toujours voulu être présent. Puis aussi pour ma famille, moi, c'était bien important. Puis ce que je suis fier, c'est qu'à chaque événement ou chaque activité de mes enfants ont un col, hein, que ce soit une affaire de finissant, une petite pièce de théâtre qui, des fois, va durer 2-3 minutes, mais que les parents soient là, c'est important. Au niveau de l'Église, que ce soit ta première communion, ta confession, bien, que ton père et ta mère soient là, c'est important. Et pour moi, c'est important parce que je ne voulais pas pénaliser mes enfants du fait que j'étais député. Pas eux qui ont décidé d'être député, c'était moi. Bien. Fait que je voulais agir. Même, ça m'est arrivé à l'occasion d'aller chercher le bulletin à la fin du mois à l'école. Hein. Les gens étaient bien surpris parce que tu as plein de parents qui ne ont même pas. Puis moi, avec la passion que j'avais, je trouvais que c'était important pour démontrer à mes enfants
que même si j'étais loin, j'étais proche pareil. Donc, on a passé à travers tout ça, puis on n'est pas mort, comme on dit. Hein? Et en 82, M. Lévesque, là, vous donne une première fonction officielle, celle de whip adjoint de l'aile parlementaire. Ça, c'est un genre de préfet de discipline. Vous avez fait ça pendant 3 ans. Est-ce que vous avez aimé ça? Ah oui, ça, j'ai aimé ça. Ça, j'ai vraiment aimé ça. Rôle que je remplissais un peu sans avoir le titre. C'est bien. Je ne sais pas, moi, c'est quoi qui attirait les députés à venir un peu se confier, entre guillemets, à moi, me parler de leurs problèmes, tout ça. Moi, je ne sais pas pourquoi. Moi, il me semble, je pas l'air d'un curé, c'est bien. Puis les gens venaient, puis bon, je les écoutais, moi, puis tout ça. Hein. Puis quand M. Lévesque m'a nommé à ce poste-là, ben c'était mon bon ami Guy Chevrette qui était whip en chef. Hein. Et tout était bien chum, moi puis Guy, puis surtout, bien entendu. A tout été agréable de travailler ensemble. Là, en étant whip adjoint de Guy, j'avais été surpris parce que j'ai été le premier à qui il a fait confiance en disant Jacques, ça va être chacun notre tour. Le soir, on va s'occuper du Salon Bleu. Bien, avant ça, Guy était là, lui. Ça avait été 24 heures, il aurait été là 24 heures du temps, il était toujours là. Et quand moi je suis arrivé, bien, il dit tel soir, ça va être ton soir, puis l'autre soir, ça va être mon soir. Donc, j'avais la responsabilité d'assurer le quorum à l'Assemblée nationale, puis d'inviter des députés. Bien, il faudrait que tu parles là-dessus, il faudrait parler là-dessus. Donc, ça, cette confiance que M. Lévesque, mais que Guy aussi m'a accordé, plein de confiance, ça m'a revalorisé mon rôle ici, puis je me sentais pas plus important, plus utile. Je me sentais plus utile dans le fonctionnement de l'Assemblée nationale. M. Barry, en 82-83, là, il y a une grosse crise économique au Québec et qui frappe évidemment le gouvernement du Parti québécois. En 83, début 83, le gouvernement décide de couper les salaires des employés de l'État. Ça crée beaucoup de mécontentement. Avez-vous essayé de proposer une autre solution que de couper les salaires? Oui, ça a été une période pas facile. Hein? C'est une période triste, une période difficile pour le Parti québécois parce que, justement, à cause de la crise financière que l'on connaissait, c'était un peu le lendemain de l'échec du référendum. Ottawa coupait les paiements de transfert pour nous blesser davantage. Et là, tu arrives, la situation financière qui était catastrophique, puis tu avais la convention collective qui prenait fin bientôt et qui avait une augmentation de salaire qui avait été accordée au personnel, vous avez fait mention, 3 ans auparavant de mémoire. Hein. Donc, là, M. Lévesque avait réuni tout ce beau monde pour ouvrir les livres du gouvernement du Québec. C'était la première fois que ça se faisait, on va dire, un peu publiquement, pour démontrer que le gouvernement n'était pas capable de payer cette augmentation-là. Là, il y a eu un échange souvent acerbe, méchant de la part de syndiqués, de groupes de syndiqués. Et c'était triste, c'était de valeur de voir ça parce qu'on n'en voulait pas au monde, nous autres, là, bien entendu. On ne voulait pas faire ce que c'est que l'on a fait. Et moi, je n'étais pas d'accord à dire on donne l'augmentation qui était supposément accordée, pas supposément, qui était accordée dans la convention collective. On n'a pas d'argent de le donner. Donc, moi, je partais du principe de dire si tu n'as pas d'argent pour le donner, donne-le pas. Bien, il me semble que c'est clair comme l'eau de roche. Hein? Donc, il avait été convenu qu'on donnerait cette augmentation-là de juin à décembre 82 ou 3, je ne me rappelle pas, et qu'on récupérerait, puisqu'on n'avait pas d'argent, on récupérerait cette augmentation-là en janvier, février, mars, parce que nous autres, notre année financière finit au 31 mars, le gouvernement. Bien. Donc, ça fait encore beaucoup plus mal. Bien. Donc, c'est ça qui avait été décidé par la majorité, donc tu te rallies à ça. Il y a eu beaucoup de manifestations, ça n'a pas été facile. Puis moi, ça me fendait le cœur de voir que le monde, les ouvriers, ceux qui travaillaient dans les usines, les gens venaient de voir, là, des gens de 45, 50, 55 ans qui ont toujours travaillé à la même place, puis l'usine a ferme. Hein? L'usine fait faillite, pas capable de continuer. Ces gens-là, ça n'en vient aucune sécurité d'emploi, bien entendu, hein? Aucun fonds de retraite. Hein? Là, ces gens viennent te voir, après avoir écoulé le chômage qu'il y avait. Là, ils tombaient sur l'aide sociale.
Mais là, sur l'aide sociale, il y avait un problème parce que bien de ces gens-là, au cours du temps, c'était acheter une petite terre à bois, c'était construire un petit camp là-dessus, pour pas dire un shack, comprends-tu, pour aller faire un petit peu le bois de chauffeur, tout en prévoyant que leur retraite, ils iraient picosser dans le bois, puis se distraire, puis aimaient tout ça. Là, l'aide sociale leur disait, bien, vends ta terre à bois, ils appelaient ça un chalet, eux autres, les fonctionnaires disaient, vends ton chalet, t'as juste 4 poteaux bâchés puis une tôle, bien des fois, comprends-tu, hein? Mais là, c'était tout à ce monde-là, c'était tout les avenirs qui venaient de tomber, hein? Il y en a qui leur restait juste un an ou deux de paiement, hypothèque sur leur maison, puis les institutions financières venaient les chercher. C'était triste, hein? Les gens pleuraient devant toi, là, puis aide-nous. Puis quand moi, je voyais que les autres mondes de la fonction publique, parapublique, je comprends qu'il y avait une diminution là, d'augmentation de salaire, mais ils gardaient leur emploi, ils gardaient leur maison, voyez-vous, hein? Ils gardaient leur salaire, là, ils ne tombaient pas à rien. Et c'est ça que j'avais de la misère à comprendre. J'essayais de faire expliquer ça, mais non, 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 non. Respectez votre signature, vous nous avez dû nous donner, donnez-nous-les. En 84, M. Lévesque opte pour le beau risque avec le gouvernement Mulroney qui vient d'être élu. Vous n'êtes pas d'accord avec ça. Vous lui écrivez une lettre pour lui dire, il vous convoque. Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Oui, ça, c'est un autre bout, une autre période qui n'a pas été facile, hein, parce que, qui était triste, hein, parce que des piliers du gouvernement, des piliers du Parti québécois ont laissé le Conseil des ministres, ont laissé le parti pour devenir siéger indépendant. C'était vraiment déchirant. Et là, on venait nous chercher dans nos convictions profondes, dans notre raison d'être au Parti québécois, d'avoir donné toutes ces années à la vie politique, nous, pour arriver à l'objectif de la souveraineté du Québec, que M. Lévesque on va dire, mettre de côté. C'était ça de même qu'on appelait ça dans le temps pour essayer de beau risque, l'offre de M. Mulroney qui nous faisait de réintégrer la Constitution avec enthousiasme. Je ne sais pas trop comment... Dans l'honneur et l'enthousiasme. Merci. Dans l'honneur et l'enthousiasme, ça c'était donc beau, hein, à entendre. Hein? Mais la réalité était bien loin. Hein? Donc ça n'a pas été facile. Et évidemment, il y avait beaucoup de réunions, de groupes de députés, tout ça. Puis moi, j'ai toujours été identifié à l'aile dure, l'aile indépendantiste du Parti québécois. Pourtant, j'ai toujours aimé échanger, aimé discuter. Mais là, en tout cas, là, on était à un point un peu de non-retour. Et j'avais fait part à certains que oui, moi, là, je vais siéger comme indépendant, ce qui me fend dans le cœur, hein, parce que je me questionnais à savoir comment mon monde dans le comté va percevoir ça. Puis moi, j'ai jamais... Ma plus grande crainte, ça a été de décevoir mon monde. En fin de compte, là, on m'avait dit, tu rencontrerais-tu M. Lévesque s'il demandait à te rencontrer, tout ça. Ah, moi, je n'ai jamais refusé de rencontrer personne, je n'ai jamais couru après personne, mais s'il veut me rencontrer, je vais y aller, moi. Hein? Fait qu'effectivement, il m'avait demandé à me rencontrer. Puis M. Lévesque avait sa façon bien particulière à lui. Hein? Quelqu'un le rencontrait, là, puis tout de suite, il disait, tout de suite en partant, il disait tout, ben là, faites ça vite, pas juste 2 minutes. Hein? Bien, des fois, tu peux passer 20 minutes, une demi-heure avec lui, mais c'était juste, faites ça vite, juste 2 minutes, c'est bien. Bon. Tout bonnement, moi, tout était assez prompt, moi. Hein, là. Fait, tout bonnement, j'ai dit, bien, écoutez, M. Lévesque, pas de moi qui a demandé à vous rencontrer, c'est vous qui avez demandé à vous rencontrer, là. Si vous n'avez pas de temps pour moi, il va me retourner, moi, c'est pas plus compliqué que ça. Hein? Puis de toute façon, j'ai dit, ça sera pas long. J'ai dit, je voulais vous envoyer une lettre par messager, mais je l'ai apportée sur moi, je vais vous la donner personnellement. Puis j'ai dit, elle sera pas longue à lire, il y a 3 paragraphes. C'est pas un roman que je vous ai écrit, parce qu'il nous avait déjà dit en caucus que certains autres qui avaient démissionné, là, ils écrivaient quasiment un livre sur les raisons, qui aimaient tout ça. Fait que moi, j'ai dit juste 3 paragraphes. Fait que là, il prend ma lettre, il prend connaissance de ça, puis il lit ça, puis on me dit, ça n'a pas été long, hein, 3 paragraphes. Fait que là, il me dit, bien, si vous voulez patienter, là, ou attendre quelques jours encore, il dit, je vais proposer quelque chose, je vais revenir là-dessus. Je ne sais pas exactement le terme, là, mais je vais revenir là-dessus. Bon, je ne demandais pas mieux parce que moi, j'étais un gars de parti, moi, puis j'étais un gars d'équipe, tout ça, puis ça me faisait mal au cœur, mais des convictions étaient là, ça va. Fait que dans quelques jours, là, c'est le lendemain ou après le lendemain, je ne me souviens pas, et au caucus,
M. Lévesque avait dit, pas juste à moi, là, il avait dit devant tout le monde, il avait dit, écoutez, bon, c'est sûr qu'on est dans le trouble. On a perdu de bons hommes, de bonnes femmes, ce que je ne souhaitais pas, bien entendu. Par contre, il faut être réaliste, on a perdu le dernier référendum, on ne peut pas en tenir un aujourd'hui, là. Hein? Bon, là, l'ouverture d'Ottawa est là, il faut démontrer aux Québécois qu'on est prêt à regarder ça, à négocier quelque chose, tout ça. Mais je vous assure qu'à la prochaine élection, je trouverais bien le moyen de remettre la souveraineté en avant-plan. Bon, là, je vous dis à peu près là, ce que c'est qui avait été dit, c'est bien. Fait que moi, je me suis accroché là-dessus, qu'à la prochaine élection, on remettrait le cap sur la souveraineté pour ne pas démissionner comme membre du Parti québécois. Et je savais également que si je démissionnais, le parti à l'Assemblée nationale, il restait plus juste, de mémoire, là, seulement, si moi je quittais, il restait plus juste un député majoritaire. Sans ça, le Parti québécois devenait minoritaire avec les conséquences que ça pouvait arriver, renversement de l'Assemblée, tout ça. Donc, j'ai continué jusqu'à la prochaine élection. Mais vos relations avec M. Lévesque, là, ce tête-à-tête-là était vraiment important pour lui et pour vous surtout. Est-ce que vous vous parliez souvent? Quel genre de relation vous aviez avec lui? Bien, les relations étaient bonnes. Vous savez, moi, je n'étais pas un coureux de premier ministre, hein, comme je n'étais pas un coureux de ministre non plus. Mais M. Lévesque, à chaque fois qu'on s'est croisés, tout ça, il a parlé, c'est toujours été très amical, très ouvert, mais toujours on en disait, bon, je me souviens une fois, c'était lorsque Claude Charron, qui était leader en Chambre, il avait changé ses bureaux de place, je ne sais pas s'ils sont encore là. Il avait pris les bureaux du lieutenant-gouverneur. Avant ça, les bureaux du lieutenant-gouverneur étaient dans cet édifice même ici. Puis là, il avait été déménagé dans la bâtisse à côté, puis c'est le leader qui avait pris ses bureaux. Fait qu'un soir, pour inaugurer ses bureaux, il a fait un petit cocktail, c'est bien. M. Lévesque arrive à Romois, puis en débouchant son paquet de cigarettes, m'en a fait une. Ah non, moi, je ne fume pas, merci. Hein, bon. Fait que là, il me donne une tape sur le bureau, puis il dit, venez-vous avec moi. Fait qu'on était passé dans le bureau à Claude Charron. Puis j'avais été au moins, je suis sûr, au moins une demi-heure, peut-être bien plus, avec lui seul dans le bureau. Qu'est-ce que c'était une rencontre, je me rappelle toute ma vie. Une rencontre, on a parlé de tout et de rien. Puis il semblait tellement content que je ne lui parle pas de mes problèmes de comté, puis ne parle pas de poésie. On parlait de tout. On parlait de la famille, on parlait de la terre, on parlait des agriculteurs, de la vraie vie, tout ça. Hein. Donc, ça, j'ai toujours eu, à chaque fois qu'il y a eu l'occasion de se parler, ça a toujours été vraiment intéressant. Aussi, M. Lévesque, ça m'avait craqué comme ça n'a pas de bon sens. Dans ces mêmes années-là, j'avais eu un petit malaise, j'avais fait une péricardite. Fait que les médecins m'avaient arrêté de travailler, mais comme je dis toujours, moi, j'ai peur de décevoir le monde, que le monde dit, ben c'est ça, Barry, on ne le voit pas, il se dit malade, ou puis je l'avais, tout ça. Fait que j'avais recommencé à travailler au bureau, puis à un moment donné, ma secrétaire, Mme Morissette, elle me dit, elle dit, bon, M. Lévesque veut te parler. Fait que là, je prends le téléphone, puis là, il me dit, mais M. Barry, là, il dit, j'ai su que vous avez eu un petit malaise, un petit ennui, je ne sais pas trop quoi. Là, il dit, c'était au printemps, ça. Là, il dit, vous allez prendre soin de vous, là. Il dit, je ne veux pas vous revoir à l'Assemblée nationale, il dit, avant le congé de Pâques. Il dit, moi, il dit, pour moi, des gens en santé puis des gens en forme. Fait qu'il dit, prenez le temps de vous rétablir, puis vous viendrez juste après Pâques. Ah, ben, bataille. Hey, là, je crache le téléphone, il dit, hey, le premier, ça pas la peine de t'appeler. Il y a bien d'autres choses à faire que de m'appeler moi. Hein? Vous avez un peu considéré que vous perdiez votre père spirituel quand il a démissionné. Est-ce que vous n'avez voulu à ceux qui le contestaient à l'époque? Non, parce que moi, je ne suis pas le gars pour en vouloir à du monde, ou si j'en veux, c'est momentanément. Mais il y avait de l'importance pour vous. Ah, c'était extraordinaire. Ça m'a affecté, ça n'a pas de bon sens, parce que c'était un peu beaucoup la raison d'être que j'étais venu en politique. Moi, je le sentais encore capable de continuer, puis de faire avancer le Québec, puis faire avancer l'option. Ça m'avait vraiment démoralisé. Je ne croyais pas. Avant de partir, il vous confie une autre tâche, celui d'adjoint parlementaire à l'agriculture. Vous étiez dans votre domaine, un poste que vous intéressait. Est-ce que vous avez fait ça pendant une dizaine de mois, je pense, 1 an peut-être. Avez-vous eu des responsabilités particulières là?
Ah, ça d'abord, j'en étais très fier d'être nommé adjoint au ministre de l'Agriculture, à M. Garon, parce que même si je n'étais pas adjoint, moi, j'étais plus souvent au ministère de l'Agriculture que l'adjoint lui-même pouvait l'être, je suis convaincu. C'est bien. Pour moi, je n'ai jamais eu besoin de titre pour travailler. Hein. C'était votre milieu naturel aussi? C'était mon milieu naturel. J'étais bien reçu par M. Garon, j'étais bien reçu par le personnel de M. Garon. J'étais bien reçu aussi par comment dire ça, donc les sous-ministres, les directeurs, les responsables de direction. C'est bien, à peu près tout le monde me connaissait pour les avoir rencontrés, pour avoir travaillé avec eux autres. Donc, j'étais un peu chez nous, là. Bien, hein? Puis, M. Garon m'avait confié une chose qu'il n'avait jamais confiée à personne. Parce que ça, M. Garon, c'est un être particulier, un être extraordinaire. Mais tu dis pas, c'est pas n'importe quoi. Hein? Il faut qu'il voit tout, lui, hein, M. Garon. Il fallait qu'il voit tout. Hein? Et il y avait une chambre, M. Garon, là, un bureau, c'est-à-dire adjacent au sien, qui avait juste des documents de signature, des cahiers de signature. Hein? Il y en avait, c'était barouette, je ne sais pas comment, il y en avait. Et là, M. Garon m'avait confié la responsabilité de signer des lettres de réponse à peu près à n'importe qui, là, veut dire toutes les signatures qu'il pouvait avoir. Et il m'avait dit, genre, ces lettres-là, souvent, c'est le personnel politique ou bien c'est les fonctionnaires qui préparent la réponse qu'on doit envoyer à tout le monde. Puis il m'avait dit, le Jacques, là, si tu as des lettres qui ne font pas ton affaire, s'ils la portent, tourne-la, ils recommenceront, puis dis comment tu veux que ça soit écrit. Alors, c'était pas une surprise que vous lui ayez donné votre appui dans la course à la succession de M. Lévesque? Non, c'était pas une surprise. Je l'ai faite par amitié, par reconnaissance, mais je l'ai faite par conviction aussi. Parce qu'il faut se souvenir que Pierre-Marc Johnson, à qui, avant ça, je considérais un bon ami à moi également, est arrivé, lui, avec sa fameuse orientation d'affirmation nationale, que moi, je ne croyais pas pantoute. Hein, affirmation nationale, c'est bien. Puis il était venu me voir, Pierre-Marc Johnson, pour que je fasse partie de son équipe. Hein, qu'à peu près tous les députés faisaient partie de son équipe. Fait que moi, j'avais demandé à Pierre-Marc Johnson, entre autres, Pierre-Marc, si tu veux que je convainque d'autres personnes, il faut que tu me convainques. Je n'étais pas capable de me convaincre de la raison de l'affirmation nationale, comment veux-tu j'en convaincre d'autres? Fait que là, c'était choqué un peu. Il pensait que j'étais contre lui ou je voulais le planter. Il ne voulait pas le planter, il voulait comprendre des choses. Bien. Fait que je n'ai pas eu de réponse. Bien. Fait que c'est pour ça que j'avais appuyé M. Garon. Puis je croyais M. Garon aussi, c'était un populiste. Hein? C'est un gars qui était aimé. Hein? Autant des gens de la ville que des gens de la campagne. Hein? Et je me disais qu'avec M. Garon, on aurait la chance de garder le pouvoir en 85 ou soit à la prochaine élection. C'est M. Johnson qui a été élu chef du Parti québécois. Aux élections suivantes, en 85, vous n'êtes pas représenté. Est-ce qu'il y avait un lien ou s'il y avait d'autres raisons? Je dirais qu'il y avait 3 raisons, aussi importantes les unes que les autres. Il y avait ça, là, de bord, là, ce que vous dites, l'affirmation, l'orientation du parti au niveau de l'affirmation nationale, mais il y avait aussi le fait de mon entreprise familiale, la ferme. Mon garçon avait fini ses études. Il semblait intéressé à prendre la relève. Mais c'était tellement à l'envers, puis c'était tellement déficitaire que c'était pas encourageant à un jeune de reprendre ça tel que c'était, voyez-vous, hein? Puis après ça, bien, j'avais mes 2 filles là, qui devenaient de l'âge adolescente, qui ont, à cet âge-là, pas parce qu'elles avaient des filles à problème, pas ça veut dire, hein? Mais je sentais qu'à cet âge-là, il est important, la présence des parents est importante. Puis il y avait ma femme, Nicole, était, elle, je vais vous dire, écœurée, entre guillemets, là, c'est bien. Ça fait que... Et le mot est faible. Oui, je l'ai cherché, hein? Elle était tannée. Vraiment. Et probablement, si j'avais continué, probablement, ça m'aurait coûté un divorce. Et ça, je ne pouvais pas accepter ça jamais de la vie, de divorcer, parce que moi, ma femme et mes enfants, ça a toujours été primordial. Donc, réunissons tout ça ensemble. J'ai décidé, malgré toutes les pressions qu'il y avait eu de continuer, j'ai décidé de quitter la politique. Puis c'est la plus belle décision de ma vie que je n'ai pas prise. La plus belle décision. J'ai consolidé mon mariage, j'ai consolidé ma ferme, j'ai formé une compagnie avec mon garçon et ma femme. On a remis ça sur pied. Ça existe encore, mon garçon qui est là aujourd'hui. Ça fonctionne bien. J'ai resté proche de mes enfants. Donc, ça, puis j'ai retourné proche du monde, si je peux dire. Hein? C'est très intéressant, M. Barry. On continue la semaine prochaine. Merci.